Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Ici, on vous parle d'arabe, d'asiatique, de blanc, de rome, de noir, tout ça sans complexe. Alors, depuis le début, on vous dit qu'on parle de tous les groupes en citant les roms, et jusqu'ici, on l'a jamais fait, mais cette semaine, on a décidé de changer. On va vraiment en parler. Quand on entend parler des Roms dans les médias, on a souvent du mal à savoir de qui il est question. Est-ce qu'on parle des migrants de Bulgarie ou de Roumanie ? Est-ce qu'il y a des Roms français ? Les dénominations multiples sont aussi source de confusion. Gitans, tziganes, manouches, sintés, gypsies. Si bien qu'on a du mal à y voir clair quand on n'est pas soi-même concerné, évidemment comme c'est notre cas, Grace. Sans compter que plusieurs désignations courantes sont très péjoratives et historiquement très chargées. Et du coup, pour nous éclairer dans notre réflexion, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Sarah Carmona. Salut Sarah. Bonjour les filles. Tu es universitaire, docteur en histoire. Tu enseignes à l'université de Pasquale Paoli de Corte et aussi à l'ESPE de Corse, donc qui prépare au métier de l'enseignement. Tu as auparavant enseigné dans plusieurs universités européennes et extra-européennes, à Tunis, à Montréal. Et tu es aussi enseignante d'histoire-géographie dans un établissement du secondaire en Corse. Eh oui, à Bonifacio. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Dans Kif Taras, on a un rituel, Sarah. On demande à toutes les personnes qui acceptent de se joindre à nous de se situer sur le plan racial pour permettre à nos auditrices et à nos éditeurs de savoir d'où elles parlent. Par exemple, Grace est asiatique et je suis noire. Et toi, Sarah, est-ce que tu te définirais sur ce plan-là ? Alors bien évidemment, je me définis sur ce plan-là. Après, c'est un peu complexe. C'est souvent complexe pour la société majoritaire, le positionnement que je peux avoir. Mais c'est assez bien vécu par les miens, dans la pluralité que suppose le terme Romani. Donc moi, dans la sphère du privé, je vais utiliser un endonyme. Je vais dire que je suis Kali. C'est le groupe ethnique auquel j'appartiens, donc des gitans espagnols. Quand je serai dans la sphère... une sphère bienveillante, mais non rome, je n'ai pas de problème à m'identifier comme gitane. Et quand je suis dans la sphère du politique ou de l'activisme, je me dis rome franco-espagnol. Ça a le mérite d'être clair. Ouais, c'est bien. Non, mais moi, je trouve ça intéressant le fait d'avoir une définition différente en fonction de l'interlocuteur. Et parce que, en vrai, c'est la même chose pour tout le monde. Moi, je dis, quand on dit je suis asiatique, c'est très large, mais oui. Quand je suis face à une personne qui s'y connaît un petit peu, je vois dans son regard qu'il n'est pas perdu. Je peux préciser. Voilà, parce que je peux dire, voilà, je suis chinoise du Cambodge, parce que si je dis ça d'emblée, c'est compliqué pour les gens. T'es chinoise ou t'es cambodgienne ? Voilà, c'est ça, il faut faire un choix. Tu comprends, ça n'existe pas, les deux. Ben si, ça existe, regarde mes parents, ça existe. Et donc, du coup, en fonction de la personne en face, tu vas adapter ta définition de toi. Et des fois, c'est un petit peu dérangeant aussi, c'est-à-dire que tu es tout ça et tu dis des choses différentes en fonction de qui t'a en face. Oui, je pense que cette plasticité que je peux avoir, et je suis certaine que la plupart des Roms, peu importe le groupe auquel ils peuvent appartenir, ont face à cette notion d'appartenance, elle est très élastique. L'être au monde romani reconnaît une élasticité dans sa catégorisation et la nomenclature qu'il va utiliser face à son ethnicité ou face à sa race. Donc c'est assez paradigmatique de la culture romani déjà, ça. Le fait de pouvoir sauter d'une appellation à une autre, ça a été à un moment donné de l'histoire, même peut-être encore aujourd'hui, une façon de se protéger, de jouer avec les institutions, avec l'histoire légale des pays dans lesquels se trouvaient les Roms. Donc non, ça ne me suppose pas un problème. Ça suppose, en effet, oui, en général, un problème à la société majoritaire qui est très normative quant à cette notion d'identité. Mais du coup, est-ce que par rapport au fait d'être blanc ou pas, tu te définis comme blanche ou pas blanche ? Ah non, moi je me définis comme non blanche. En plus, le sous-groupe auquel j'appartiens, donc en Roumanie on appelle ça une andaya, nous sommes des Calais. Calo en Roumanie signifie noir, donc Kali, noir au féminin, et Calais au pluriel. Donc au sein des communautés noires, des communautés roms, vous êtes plus considéré comme plus foncé, c'est ça ? Non, il n'y a pas cette notion-là, mais c'est le nom qui est le nôtre. Après, cette notion de couleur, dans la pluralité de la réalité romanie, c'est assez complexe parce qu'on peut avoir des Roms de toute carnation. Les manouches français peuvent être très mat de peau, comme blonds aux yeux bleus. Il en est de même pour plein d'autres sous-groupes, quoi. Donc, c'est un paradis. Enfin, c'est un peu une aporie
de la lutte antiraciste dans son ensemble que d'intégrer la question Romani par rapport à ce colorisme, quoi, à cette pluralité. Alors, est-ce que je peux faire bip à chaque fois que tu dis un mot que je comprends pas, par exemple? Là, tu as dit aporie, tout à l'heure, tu as dit endonyme. Donc, on va faire des petits astérix pour la fin. Ça, c'est un petit clin d'œil à monsieur Macron qui estime que notre niveau de langue est très peu soutenu. Le parler gitan, c'est vraiment quelque chose de voilà. Non, un endonyme, c'est un nom qu'un peuple se donne à soi-même. Et l'antonyme d'endonyme, c'est un exonyme. C'est le nom qui lui est attribué. C'est ça, qui est attribué par l'extérieur. Et une aporie, c'est un écueil, une difficulté, tout simplement. Pardon. Et donc, à quel moment de ta vie t'as pris conscience du fait que tu étais rome ou gitane? Gitane, j'ai un peu du mal à déterminer si c'est tôt ou tard. Je pense que ça peut être qualifié de tard. J'ai eu la chance de grandir dans un quartier gitan en Espagne, où il y avait une école primaire à Grenade, dans un magnifique quartier qui fait face à l'Alhambra, qui s'appelle le Sacromonte. Et il y a une école au centre du quartier, donc j'ai été scolarisée en bas de chez moi avec des enfants qui étaient pratiquement tous gitans, des cousins, des cousines, éloignés ou non, ou des Espagnols qui étaient agitanados, qui vivaient dans notre quartier, souvent du monde, procédant du monde de l'art et de la musique. Donc j'ai été confrontée assez tard à la réalité d'une extériorité vis-à-vis de moi, quoi. Donc ça a dû être, je sais pas, je devais avoir une fois l'école primaire terminée et le collège avançant. Ensuite, mon être romani, du coup, et non plus gitan, mon sentiment d'appartenance à la culture rome, dans son ensemble, donc, je l'ai eu quand même bien plus tard quand j'ai commencé quand je suis rentrée à l'université et que j'ai commencé à étudier ma culture au travers du regard que la société majoritaire avait sur ma culture. Et aussi, je pense que ça a été beaucoup favorisé grâce au contact que j'ai pu avoir avec d'autres Roms, d'autres pays, quoi. Mais ces populations ont des modes de vie extrêmement différents des nôtres. Il faut tenir compte de cela. Et donc cela veut bien dire que les Roms ont vocation à revenir en Roumanie. Alors ça, c'était Manuel Valls sur France Inter en 2013. Il ne manque pas. Hein. Ouais, non. Il était alors ministre de l'Intérieur. Et donc là, 2013, c'est l'affaire Leonarda. Il y a pas mal de réflexions sur l'immigration d'une manière générale et plus en particulier les populations roms. Donc tu nous parlais de ce regard majoritaire sur ton peuple. Là, on est en plein dedans, c'est-à-dire ce clash des cultures, l'incompatibilité de la culture romanie avec les pays accueillants. Enfin, toi, c'est quelque chose que tu as toujours ressenti. Est-ce qu'on t'a toujours fait ressentir d'être cet autre-là? Encore une fois, je l'ai ressenti, je l'ai pris en pleine face quand je suis rentrée de plein pied dans les cadres de la société majoritaire et notamment dans le monde de l'enseignement supérieur ou à l'université ou dans des cadres formels comme cela. Après, au jour le jour, pas forcément, parce que voilà, j'ai évolué dans des quartiers où même s'ils étaient à majorité gitans, il y avait une pluralité ethnique qui faisait que les marges ne m'ont jamais jeté à la figure, encore une fois, cette extériorité qui est de l'abnormativité chez les Blancs, entre guillemets. Et pour parler de cette pluralité de parcours, est-ce que tu peux nous faire juste un petit topo rapide sur donc quels sont les différents noms des ethnies, des peuples roms et voilà toute cette terminologie là qu'on a évoquée tout à l'heure. Parce qu'en fait, quand on est extérieur et qu'on connaît pas vraiment la question, on peut avoir l'impression que le vocabulaire, en tout cas, il peut nous sembler confus. Tu vois, on parle de gitans, de manouches, de tziganes, de sinté. Qu'est-ce que recouvrent ces dénominations? Est-ce que les gitans français, parce que quand on entend Manuel Valls, en fait, il parle des Roms uniquement en les saisissant sous un prisme étranger, comme des gens en fait qui ne peuvent pas être français. Or, tu es française. Donc, est-ce qu'on peut réduire les Roms aux migrants? Pourquoi il y a des noms différents? Et qu'est-ce que recouvrent ces dénominations? Si on revient à la question des endonymes et des exonymes, du coup,
Oui, il y a toute une série d'exonymes qui sont historicisables. On peut en retracer la généalogie. Alors, exonymes gitans, tziganes, bohémiens, et des endonymes qui sont donc les noms que les Andaya, les sous-groupes romani, se donnent à elles-mêmes. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je suis Kali, mais vous pouvez croiser des Manouches, des Sinté, des Calderages, des Lovara, des Rolarane. Il y a toute une pluralité d'appellations. Et en relation avec les exonymes, donc là, ce qui est intéressant dans l'étude de cette exonymie, c'est justement le regard qui est jeté sur une altérité, dans ce cas-là l'altérité romani, et comment, au travers de la nomenclature qui est donnée par les sociétés majoritaires sur les différents groupes romani, on peut reconstituer justement une histoire de la fabrication de l'autre, quoi. Donc, gitan, ça vient d'Égyptien. Égyptiens, pourquoi ? Les Roms, quand ils arrivent en Europe... Ils arrivent d'Asie, c'est ça ? Oui, aussi. Ils arrivent d'Asie. Quand ils arrivent en Europe, ils se dénominent, on trouve des archives qui font mention du mot égyptien, parce qu'ils viennent leur dernière escale, si vous voulez, se trouver dans une région qui s'appelle la Petite Égypte. C'est une zone du Péloponnèse. Cette appellation reste et se voit transformée en gypsy, gitan, gitane, toute cette déclinaison sur la racine du mot égyptien. Donc là encore, c'est une confusion, mais une confusion, je pense, qui fait partie aussi de notre rapport à l'histoire et de la façon dont l'épistémé, c'est-à-dire l'être au monde romani, conçoit l'histoire, dont les Roms, nous appartenons à une culture qui est orale et agrafe, avec un espèce de glissement sémantique qui va se mettre en branle et qui n'est pas forcément mal vécu par les populations romani concernées. Après, il y en a d'autres, comme tziganes, qui sont connotés beaucoup plus péjorativement et qui, dans nombre de pays d'Europe, ont pour signification voleurs, violeurs, mangeurs d'enfants, qui sont très connotés. Et quand Manuel Valls dit que les peuples roms ont vocation à retourner chez eux, c'est où ce chez eux ? Il pense, lui, à la Bulgarie, à la Roumanie, parce que c'est l'un des endroits où il y a des peuples qui sont établis depuis le XVe siècle, c'est ça ? Concernant M. Valls, j'imagine que c'est tout simplement sa méconnaissance et son absence de complexité mentale qui fait qu'il est dans l'incapacité totale de penser autre chose que à l'oreille rome, roumain. Mais ça n'a rien à voir, justement. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Il est vrai qu'en Roumanie... Toi, t'as aucun lien avec la Roumanie, quoi. J'ai un lien avec les Roms roumains, on partage le même être au monde, mais je n'ai rien à voir avec la Roumanie, je suis franco-espagnole. Mais c'est vrai que la Roumanie est le pays d'Europe, avec la Bulgarie, qui a la population romani la plus importante. Donc là, c'est vraiment... Là, on est dans l'aporie intellectuelle, dans l'incapacité de penser. C'est Manuel Valls qui nous entend. Oui, Manuel Valls qui était la semaine dernière dans un quartier gitan de Barcelone pour essayer certainement d'acheter des voix, peut-être, je ne sais pas. Alors, les préjugés sur les Roms et sur les Gitans, enfin, selon la manière dont on les désigne, sont nombreux. Je te propose d'écouter un extrait de quelque chose qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je ne veux pas stigmatiser une communauté, mais il fait partie d'une communauté qui sont les Gitans, qui ont pour habitude, quand il y a des problèmes, de se mettre dans la rue et de frapper souvent. Sur un terrain glissant. Souvent. Non. Malheureusement, on a vu des autoroutes bloquées l'année dernière. On a vu des policiers, des gendarmes se faire tirer dessus avec des armes. Avec des armes. Bon, ben ça, c'est inadmissible. Et il ne faut pas être élevé. Il faut pas être élevé dans cette culture. Alors là, c'est un festival. Hein. C'était le producteur, parce qu'il faut lui rendre hommage quand même pour ses propos éclairés. C'était le producteur et journaliste Jean-Louis Burga sur CNews dans l'émission L'heure des pros de Pascal Praud. Il était question de l'ex-boxeur Christophe Deitinger qui avait été filmé alors qu'il s'en prenait violemment à un policier lors d'une manifestation des Gilets jaunes. Il se trouve qu'il était gitan, ce qui, à mon avis, n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Et après, il a publié une vidéo où il exprimait ses regrets et présentait des excuses. Ça n'a pas convaincu tout le monde, puisque le président Emmanuel Macron, dans une interview au Point, parle de lui dans ces termes. Il dit «
on est d'une naïveté extraordinaire. Le boxeur, la vidéo qu'il avait faite avant de se rendre, il a été briefé par un avocat d'extrême gauche. Ça se voit. Le type, il n'a pas les mots d'un gitan, il n'a pas les mots d'un boxeur gitan. Alors, c'est cette manière d'essentialiser les gitans et leur prêter une culture de la violence, une incapacité à exprimer les idées politiques. Est-ce qu'elle est courante, Sarah ? Oui, c'est un leitmotiv de la société française actuelle. Ouais, c'est très violent. Hein. Il ne faut pas être élevé dans cette culture. C'est de l'épistémicide, du culturocide verbalisé, quoi. C'est assez impressionnant. Et il n'a pas les mots d'un gitan. Je sais pas. Moi, j'ai envie de dire à Monsieur Macron qu'il relise ses classiques déjà. Et puisqu'il a été le petit secrétaire de Paul Ricoeur, qu'il s'évertue à revoir ce que ce grand philosophe français considérait comme les 3 pouvoirs éthiques fondamentaux de l'être. Hein. Ricoeur, il nous parle du pouvoir de dire, du pouvoir d'agir, du pouvoir de se raconter, de rassembler sa propre vie dans un récit intelligible. Et en plus, Ricoeur, il ajoute le devoir d'imputabilité. Et pouvoir se raconter son histoire, pouvoir faire usage de la narration, comme le fait ici Monsieur Détinger, ou Détinger, comme vous voulez. C'est la clé de la dignité, quoi, pour tout individu, comme pour tout groupe humain. Et ça veut dire qu'il leur enlève d'une certaine manière cette dignité qui est quand même le fondement de l'humanité, quoi. Oui, et puis si Monsieur Détinger parle, s'il frappe, s'il raconte et assume et fait usage de sa puissance d'agir, moi je lui tire mon chapeau personnellement. Et c'est ça l'émancipation épistémologique. Et ça passe par l'émancipation intellectuelle et ça passe par faire des mots de la société majoritaire son butin de guerre. Moi, on me l'a souvent dit, reproché, mais vous ne me parlez pas comme une gitane, c'est incroyable. Je fais non, j'ai appris, j'ai pris vos dictionnaires, je les ai lus, et maintenant, si quand j'interviens, vous ne me comprenez pas, vous prenez un dictionnaire et vous cherchez, tout simplement. Pas pour toi, Grâce, excuse-moi. Et donc, je sais pas, l'étroitesse un peu de l'univers mental de ceux et celles qui constituent la tête de l'État, doublée de cette espèce d'hypertrophie du moi de Monsieur Macron, commence à... C'est pas chose nouvelle, mais apparemment, la pensée complexe, elle est incompatible avec l'exercice de ses fonctions, quoi. Et je trouve qu'il y a énormément de préjugés sur les populations roms en France, de plus en plus. Il y a vraiment une construction qui fait que les Roms sont inférieurs dans l'espace public, dans l'imaginaire collectif, aux autres personnes humaines. Il y a vraiment beaucoup de choses qui nous rappellent à ça. Moi, je pense notamment à un tweet de Natacha Polony en 2013, qui était à l'époque journaliste dans des médias comme Europe 1, France 2 ou Canal+, et qui est actuellement chez Marianne. Elle dirige Marianne même. Elle dit, voilà, qui est directrice de rédaction. Enfin, voilà. C'était un tweet avec d'une femme aux origines roms qui fait la mendicité donc sur les marches du métro, et elle avait un vêtement de la marque Givenchy et elle avait écrit Leonarda de retour en France pour la Fashion Week. Donc l'affaire Leonarda en 2013, ça avait beaucoup mobilisé les médias parce que c'était une jeune fille mineure qui avait été dont la famille était en situation irrégulière et qui avait été interpellée lors d'une sortie scolaire avec sa classe, arrêtée et du coup avait été expulsée. Donc il y avait eu énormément ça avait cristallisé toutes les contresens de nos politiques migratoires. Et à l'époque, François Hollande avait dit si elle veut, elle peut revenir en France, mais seule. Ce à quoi Léonarda avait répondu, c'est mort. Ah non, mais tu peux revenir seule, ma chérie, si tu veux. Puisque... Ouais, c'est ça, tu as 13 ans et il n'y a pas de problème. C'est incroyable. Kosovo, en plus. Ouais, donc, ça, ouais. Et donc, elle avait répondu à l'émotion qu'avait provoqué le tweet en disant une photo insolite envoyée par un ami et un trait d'humour pas très drôle, c'est tout. Ça, c'est Natacha Polony. Natacha Polony qui avait répondu, qui s'était défendue du coup de son tweet. Et il y a vraiment, moi, cette idée on peut quand même vraiment rire des Roms, les Roms et les Asiates. Je pense qu'il y a quand même les Asiates de moins en moins, mais les Roms toujours. Ouais. On peut vraiment rire des Roms impunément. Il y a vraiment cette idée que ils font la mendicité, les femmes elles ont des bébés qui leur appartiennent pas, elles leur donnent des médocs. Ce qui est fou, c'est vraiment cette indifférenciation, c'est-à-dire que Leonarda c'est quand même une ado de 13 ans, oui. Et la dame qui faisait la mendicité c'était une dame d'un certain âge, et le fait de faire un amalgame, c'est comme si il y avait une espèce d'indifférence, aucune dignité comme tu dis, d'âge, tu vois. Comme si c'était des personnes sans âge et sans... Et j'aimerais qu'on mette un extrait de... Petite parenthèse raciste, messieurs, dames. Les Roms sur Paris, j'en peux plus. Eux, faut qu'ils arrêtent. Eux, ils ont passé un cap dans l'innovation du handicap.
ont des idées, ils sont en 2060. Super créatifs. Les boîtes de pub se les arrachent. Moignon de la main, moignon de l'épaule, moignon de la tête. Mais comment il a fait ça, celui-là? Mais il marche quand même. 3e bras rotatif dans le dos. Voix bizarre. Avant, les mendiants, tu leur donnais une pièce parce que t'es pitié. Eux, tu leur donnes parce que t'es en panique. Tiens, mais casse-toi. Je vais gerber. Donc c'était l'infâme Comte de Boudherbala en 2011. Donc moi, il y a plein de choses que j'aime bien chez lui, mais alors ces extraits sur les personnes roms, j'étais sur le cul. Je me suis dit, c'est ça qui est dommage, c'est parce qu'il est hyper drôle. En fait, moi, ce qui m'avait gêné quand j'étais allée voir le spectacle, c'est que j'avais beaucoup ri, mais ce moment-là, j'avais l'impression... Les gens riaient énormément dans la salle. J'avais l'impression que les gens se sentaient autorisés. Tu vois, c'est comme si ça avait libéré quelque chose qui fait que tout le monde se sentait autorisé à rire d'un truc qui était vraiment problématique, tu vois. Et enfin, je sais pas si tu l'as vu, ou si tu connaissais le sketch. Je l'ai entendu. Après, j'ai certainement vite fait abstraction. J'aime beaucoup, par contre, le sketch de Blanche Gardin sur les Roumains. Ouais. Où en fait, elle mentionne pas les Roms, mais elle parle des Roumains et elle parle des dynamiques humaines qui fait que de la chaise, enfin du remplaçant, quoi. Enfin le Roumain sous-entendu Rome, là dans le cas de Blanche Gardin, qui est le dernier arrivé, donc la victime expiatoire du moment. Et elle est très amusante. Elle corrèle cette idée avec le réchauffement climatique. Elle dit que les prochains arrivés seront certainement des Inuits ou des Esquimaux. Et du coup, elle part dans un espèce de délire assez amusant. Mais oui, l'impunité du rire en rapport avec les Roms, c'est assez c'est insupportable. Insupportable et désolant. Après... cette impunité-là, j'ai un peu du mal à la décrypter depuis ma perspective d'historienne. J'arrive à généalogiser des images, mais la verbalisation, elle est d'une telle violence que c'est compliqué à aborder, je trouve. Cette impunité est très, très malsaine. Et puis il y a aussi évidemment, au-delà de... Enfin, il y a l'humour, il y a les mots des politiques, mais il y a aussi tout ce qui est relatif au travail du journaliste. Je me souviens, Sarah, qu'on avait échangé sur les reportages sensationnalistes sur les Roms. Je donne 2 exemples au hasard. L'émission Enquête exclusive de Bernard de la Villardière. 2 titres d'émission, Roms, pourquoi dérange-t-il? Ou encore Roms, tziganes, des vérités qui dérangent. Et les clichés sont toujours les mêmes, ceux que tu as cités tout à l'heure. Ils sont voleurs, ils vivent au crochet de la société. Et en fait, c'est rare de voir les Roms dépeints différemment dans les médias. Oui, on pourrait ajouter également cette fameuse émission La route du délinquance, la route du Rhum, la route des Roms, route de la délinquance, ce genre de slogan bien accrocheur. Après, que dire là-dessus? Moi, ce qui m'intéresse, depuis ma perspective à la fois d'intellectuel et d'activiste, c'est vraiment d'historiciser ces mécanismes et de voir comment, en fait, il y a eu un passage fondamental entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Enfin, oui, entre le Moyen-Âge, la Renaissance et l'époque moderne, où s'est cristallisée une représentation de l'altérité romani qui a fini par glisser vers une extériorité abnormative. Et je pense que c'est ce problème-là, c'est cette idée-là qui rend les choses plus compliquées encore. Le peuple romani est considéré par les sociétés majoritaires comme une identité abnormative, en dehors des normes. Donc, d'où l'impunité, je pense. D'où cette relation complètement impune à la dignité de l'autre. Et je trouve qu'il y a un pendant à la romophobie, comme tu l'as écrit. C'est aussi la fascination qui existe par ailleurs pour les cultures roms. Les Roms sont associés à une certaine forme de liberté de désinvolture. On le voit dans les arts, et tu es professeur, donc tu enseignes beaucoup dans ce domaine-là. Il y a une appropriation culturelle très forte des créations des Roms. Donc on pense à la musique, parce qu'il y a la musique romanie, le jazz manouche, le flamenco, l'électro-balkanique, et on parle d'appropriation puisque
le bénéfice de cette exploitation culturelle-là, elle ne revient pas aux personnes qui ont créé ces œuvres, ces courants, mais à d'autres. Oui, là encore, une fois de plus, l'histoire elle nous donne une trame d'interprétation qui est très intéressante. Cette notion d'appropriation culturelle, elle n'est pas nomenclaturée comme telle au XVIIIe ou au XVIIIe, mais en relation avec les différents groupes romani, elle est déjà très 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 présente à partir du XVIIe, du XVIIIe siècle. Donc il y a vraiment toute une histoire de cette oscillation entre le rejet extrême et cette fascination de la culture, des cultures romanies, des corps sexués romani, et ce rejet intrinsèque, presque animal, de la puissance de l'être et de l'individu en tant que tel, quoi. Il n'y a pas que la musique, puisque la mode, par exemple, avec les looks bohémiens ou le design, sont aussi le reflet de cette fascination pour les créations, les productions culturelles issues des peuples romani. Comme tu le dis, ce patrimoine est reconnu, il est valorisé, mais exploité comme s'il appartenait à tous. C'est certes une culture de partage, et la culture doit circuler, mais le fait de rejeter des gens dont on surexploite la culture, finalement, qu'est-ce que ça provoque dans les groupes qui sont issus justement de ces populations ? Là encore, c'est, je pense, une spécificité de mon peuple. En interne, ça provoque pas grand-chose. Entre nous, ça ne provoque pas grand-chose. Une exaspération, oui, mais pas vraiment de mobilisation. Et ça, c'est triste, mais je pense que ça viendra. Après, dans le quotidien, moi, je viens d'une famille d'artistes, donc je pense à cet univers que je connais bien, quand même. C'est cause de beaucoup de frustration, dans le sens où aujourd'hui, partout en Europe, il y a pléthore de festivals de jazz manouche ou de flamenco ou je ne sais quoi, ou Goran Bregovic. Et très souvent, dans ces festivals, des groupes se produisent sous une étiquette gitane, manouche, électro-balkanique, avec des artistes qui n'appartiennent pas à cette communauté. Donc, ça peut supposer un rapport à la spoliation qui commence à être exacerbant là aussi. Ouais. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Une chanson qui a vraiment été populaire en France, alors je ne sais plus quand c'était, ça fait un moment déjà. Ça devait être en 2000 ou en 2002. Alors, donc c'est la comédie musicale Notre-Dame de Paris, elle-même adaptée du livre de Victor Hugo. Donc la littérature française a aussi largement contribué à cette appropriation culturelle et aussi à l'érotisation du corps des femmes gitanes. Donc là, quand on pense à Esmeralda, est-ce que tu es venue avec ton tambourin aujourd'hui, Sarah? Non, avec ma chèvre. Rouge, c'est ma chèvre. C'est comme l'émoticône. Donc, moi, je la mets un petit peu bronzée avec la belle robe rouge. Il y a vraiment cette image de cette femme belle, tu sais, comme tu disais, sensuelle, animale. Mais qui hypnotise aussi les braves gens. Enfin, l'archidiacre, surtout Frollo. Tu vois. Ouais, mais c'est un mauvais exemple que celui-ci, parce que notre Esmeralda, il s'avère que c'est pas une vraie gitane. Hein. Elle est quand même, c'est une fille adoptée par un groupe de bohémiens du moment. Mais c'est un topos de la littérature. C'est-à-dire que toutes les femmes gitanes qui ont un minimum de protagonisme dans une œuvre se révèlent à la fin être des filles de bonne famille adoptées par des compagnies bohémiennes se baladant par Mont et par Vaux. Ouais. Qui les ont volées, en fait. Ouais, ils les ont volées. Et du coup, c'est une figure qui est très très présente dans la culture populaire, dans la littérature, dans la chanson. Est-ce que toi, en tant que femme gitane, est-ce que ça a un impact sur tes relations, et sur la manière dont on perçoit ? Oui, ça a un impact. Bien sûr que ça a un impact. Puis ça a un impact dans une multitude de sphères. C'est ça qui est impressionnant. Dans la sphère de l'intime comme dans la sphère du professionnel ou du public. Et même dans la sphère... je ne vais pas rentrer dans ma vie privée, mais dans la sphère de l'extra-intime, même s'il s'agissait de relations pérennes et constructives avec un partenaire non-rom, de me retrouver face à des projections
des mystifications de l'identité ou de pratiques féminines gitanes ou romani. Oui, il y a ça dans la sphère du privé. Dans la sphère du professionnel, il y a encore peu de temps, il m'est arrivé quelque chose d'assez abracadabrant. Enfin, maintenant qui me fait sourire ce genre d'anecdote, mais je donnais une conférence donc à Ajaccio, dans un théâtre, et à cette époque-là, j'enseignais au lycée de... j'ai peut-être perdu... Non, je ne vais pas dire le nom. J'enseignais dans un lycée. En amont de la conférence, le journal local, le Corse Matin, que tout le monde lit en Corse, avait fait un énorme papier, une page entière sur mon intervention à Ajaccio, avec un retour sur mon parcours universitaire, ce genre de choses-là. Et j'arrive en salle des profs. Je me souviens, j'arrivais de Corté, de la fac. Je descends en salle des profs du lycée. Et j'ai une collègue, professeure de mathématiques, première et terminale S, enfin une ponte, quoi, qui vient, elle arrive, elle est toute gentille. Plusieurs fois, on a coïncidé, on a bu des cafés ensemble. Et elle me dit, Sarah, j'ai lu l'article, c'est ça, je pense que je vais venir à la conférence, c'est très bien. C'est intéressant, je voyais plein de petites lumières dans ses yeux, en mode j'y vais pas, je la sors pas. Et elle attend que tout le monde sorte de la salle des profs, et elle me dit, mais tu voudrais pas me tirer les cartes? Et là, je me dis, mince. Et puis, je sais pas, hein, le syndrome du subjugué ou du minoré, je savais plus quoi faire. Je savais plus si c'était où j'étais. Et c'est vrai qu'il y a ce truc de magie noire autour de la femme gitane, que tu ensorcelles les hommes et que avec ta chèvre qui fait des tours de magie, parce que c'est pour ça aussi qu'elle est condamnée dans Victor Hugo. C'est vrai. C'est parce qu'elle sa chèvre joue avec une balle, donc c'est de sa faute. C'est ça. C'est dingue. Mais c'est fou qu'une personne aussi rationnelle, en fait. Mais c'est ça. Mais non, mais c'est incroyable. Et puis quand je lui ai soutenu que j'étais dans l'incapacité totale de lui tirer les cartes, elle ne m'a pas cru. Tu veux pas, en fait. Voilà, c'est ça. Je ne voulais pas. Tu veux réserver ton art au tien. C'est ça, Donc, j'ai fini par lui dire, mais vraiment, parce que j'étais complètement... j'étais contre le mur, quoi. J'ai fini par lui dire que un jour, si on avait le temps, je ferais le mar de café, quoi. J'étais avec les dosettes de la cafetière de la salle des profs. Je sais pas si elle a apprécié. Oh, mince. Alors, on va bientôt terminer, mais j'aimerais bien qu'on parle, Grâce l'a évoqué rapidement, des luttes. Parce qu'en fait, dans la lutte contre le racisme, la question de la représentation est très importante. Or, quand on réfléchit, on a du mal à nommer des figures roms populaires. Mm-hmm. C'est extrêmement difficile. Et puis, est-ce que c'est parce qu'on ne les connaît pas? Est-ce que c'est parce qu'elles ne se déclarent pas roms? C'est parce que vous ne les connaissez pas, tout simplement. Il existe des mouvements d'émancipation romani. Les premières tentatives, elles vont naître dans les pays de l'Europe de l'Est, dans les années 60 à peu près, notamment en Russie, en Roumanie, en Bulgarie. En Europe de l'Ouest, pas avant la Seconde Guerre mondiale. Et dans les années 50, 60, on voit qu'il y a un grand nombre d'organisations qui vont se créer. Donc, idiosyncratiquement romani. Et elles vont préparer le terrain pour les grands mouvements d'émancipation des Roms des années 70. À partir des années 80, c'est le mouvement des femmes roms qui prend de l'ampleur, notamment en Espagne, beaucoup. Et dans les années 2000, malgré cette espèce de fossé, de creux qu'il y a entre les activistes, les intellectuels roms et les réalités grassroots, des communautés, on voit l'apparition de collectifs LGBT, de mouvements décoloniaux romani. Mais le mouvement d'émancipation romani, intellectuel ou social, lui vit une grosse problématique, c'est la tutelle des macro-ONG, des institutions européennes, de fondations comme l'Institut, l'Open Society Institute, ce genre de choses, qui font qu'il y a une espèce de blanchiment de la parole politique romani. Dans quel sens? Dans le sens où malheureusement, jusqu'à présent, ont été utilisés les outils de l'émancipation majoritaire
sur un paradigme, le paradigme romani qui n'est pas le même. Une société un peuple transnational, agrafes, avec une culture orale très forte, avec un sentiment d'appartenance, avec un sentiment d'appartenance puissant au micro-groupe, à Landaya, mais une relation à ce qu'on appelle la romanipène, qui serait un peu l'équivalent de la négritude pour nous, aussi très forte et très puissante, mais que les sociétés majoritaires ont du mal à concevoir. Donc en fait, il faudrait qu'ils soient à même de porter leur propre lutte à la première personne, mais à partir de leur propre standard, en fait. Voilà, de leur propre épistémé, de leur propre être au monde et de leur propre standard, exactement. Ouais. Et malheureusement, c'est pas ça qui s'est produit depuis le tout début, depuis la naissance des mouvements d'émancipation dans les années 60. Le modèle a été toujours majoritaire, donc ça conduit à des grosses difficultés de positionnement, quoi. Et des relations de dépendance avec des fonds structuraux, avec la manne pécuniaire qui est nécessaire aussi au mouvement d'émancipation, qui est une forme de colonisation souterraine, quand même. Eh ben, merci beaucoup, Sarah Carmona. C'était un plaisir. On pourrait t'écouter bien plus longtemps. Il y a énormément de choses à dire, notamment sur les mobilisations récentes en France. Donc, on arrive à la fin de ce numéro de Kif Taras. On a parlé enfin des Roms, parce qu'on l'a déclaré quand même une dizaine de fois avant de le faire pour de vrai. Merci beaucoup, Sarah Carmona, de nous avoir fait partager l'analyse issue de tes travaux et de ton expérience. C'est important de le souligner. On peut en savoir plus à travers tes écrits qui ont été publiés. Et tu as une bande dessinée qui va sortir dans pas longtemps. Oui, je suis contente. On a hâte, donc c'est vraiment l'occasion de vulgariser ton savoir. Donc n'écoutez pas le président de la République. Sachez que le parler gitan est quelque chose de tout à fait... Pas gentil. Non, avec des mots comme épistémé, idiosyncrasie, aporie et exonyme. Non, n'hésitez pas à nous faire part de tout ce que vous avez appris aujourd'hui grâce à Sarah. Voilà, et si vous n'avez pas compris des mots, n'hésitez pas non plus. Le petit rebelle. Et voilà, faites-nous part de vos opinions sur l'émission d'aujourd'hui, si vous avez appris des choses, ou si vous-même vous êtes Rom, parce qu'on n'a pas encore reçu de courriers ou de tweets de personnes qui sont Rom. Donc si vous avez des témoignages à faire partager, des choses qu'on n'a pas dites ou des choses qu'on a dites qui vous intéressent. Avec le hashtag KifTaras sur les réseaux et notre mail kiftaras@binge.audio. On est aussi sur Twitter avec le @KifTaras, le hashtag aussi. Kif Taras, c'est un podcast de Binge Audio. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode sur une nouvelle thématique. Merci Sarah. Merci beaucoup Sarah. À bientôt. Merci. Salut Grace. Bye. Ciao. Binge.